On va reprendre donc ce colloque par la dernière table ronde. Cette table ronde, après en fait la filière de formation que l'on a eue précédemment, on va maintenant parler de la filière industrielle et pour cela, vous avez ici 6 industries, 6 entreprises dans le domaine médical ou biomédical. Je vais leur demander dans un premier temps de se présenter eux-mêmes et de présenter leur entreprise. Et puis, dans un premier temps, simplement comme ça, et ce qui est spécifique dans leur entreprise ou dans leur laboratoire, M. Cinquin. Et puis après, on fera un autre tour de table sur quels sont les facteurs en fait, qui ont été importants dans la réussite de leur projet, de leur entreprise. Et puis, quatrième temps de cette table ronde, c'est comment ils ont pu profiter, puisqu'on en a parlé toute la journée, de ce terreau grenoblois, de cette fusion des différentes disciplines grenobloises, donc comment ça a pu leur apporter dans leur entreprise. Et enfin, la dernière chose, parce qu'on va essayer d'aller vers l'avenir, c'est quelle piste d'amélioration, compte tenu de votre expérience, quelle piste d'amélioration vous souhaitez ici à la Chambre de commerce et d'industrie que nous puissions travailler pour vous aider encore plus et le monde de la science, de l'académique puisse aussi vous aider. Je vais commencer comme ça. Alors, je suis Jean-Jacques Legap. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Je suis président d'Aremon Life. Aremon Life est une start-up grenobloise adossée à un plus grand groupe, également grenoblois, mieux connu dans la région, le groupe Aremon. Expert en fixation, inventeur du bouton pression, donc rien à voir, vous voyez, avec la santé, mais qui a décidé d'engager une diversification dans le domaine de la santé il y a quelques années. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de présider la filiale Aremon Life, donc dédiée à ce monde de la santé. Donc je reviendrai plus tard sur les spécificités de notre société. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Vincent Templard, je suis le fondateur et président de la société Evéon, créée voilà bientôt 5 ans sur Grenoble, et qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux intelligents pour la préparation et ou l'administration de médicaments. J'y reviendrai certainement plus longuement par la suite. Merci, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Odile Allard, PDG de Fluoptics, qui est une start-up issue du CEA. Et nous développons des nouvelles technologies pour l'aide à la chirurgie sur la base de systèmes d'imagerie. J'y reviendrai moi aussi. Merci, bonsoir. Bernard Delmas, je suis directeur général adjoint de Trixel, qui est une société qui a maintenant 15 ans, qui est une naissance de 3 compagnies, on va dire, 3 shareholders. Thales, Siemens et Philips. Donc, quand on est membre Philips et Siemens, c'est le domaine médical. Et nous fabriquons des détecteurs pour rayons X. Et cette fois-ci, Trixel est spécialisée dans la partie numérique de détecteurs, alors que Thales a, elle aussi, sur le même site, une spécialité pour créer et fabriquer des détecteurs, mais dits conventionnels, de tubes à rayons X. Bonsoir, Philippe Cinquin, donc je suis l'exception puisque je ne dirige pas d'entreprise. Si je suis ici, je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs casquettes que je porte et qui intéressent cette table ronde. D'une part, je suis le responsable d'un laboratoire qui est une unité mixte de recherche de l'Université Joseph Fourier et du CNRS, le laboratoire TIMSEIMAG, technique de l'ingénierie médicale et de la cognition, informatique, mathématiques et applications de Grenoble. Ce laboratoire présente la particularité de travailler à l'interface entre les sciences du vivant et les sciences du numérique. Notre cible, c'est le patient, et on a compris depuis très longtemps que pour vraiment servir le patient, il était absolument indispensable de se poser très tôt la question de l'industrialisation de ce qui allait être fait. Et ceci nous a amené en particulier à nouer de nombreux partenariats industriels. Et quand les sociétés que nous avions présentes sur le marché n'étaient pas prêtes à se lancer dans ce domaine, nous avons créé des startups. Nous en avons créé 19. Ça représente aujourd'hui plus de 200 emplois dans le seul domaine de la chirurgie assistée par ordinateur, sur lequel je reparlerai peut-être tout à l'heure. Par ailleurs, je suis co-responsable d'une structure du CHU de Grenoble et de l'INSERM, le Centre d'investigation clinique, innovation technologique.
On a parlé à plusieurs reprises dans cette journée de l'enjeu considérable que représente la démonstration du service médical rendu par les dispositifs médicaux en général et ceux qui servent la chirurgie assistée par ordinateur en particulier. C'est justement la mission de ce CICIT. Et enfin, je coordonne une structure qui s'appelle ECAMI, Excellent Center in Computer Assisted Medical Interventions, qui est une structure labellisée par Ibiza, labellisée aussi par la région, qui présente l'originalité d'être une plateforme permettant précisément de mettre ensemble 3 classes d'acteurs, les scientifiques, les médecins et les industriels. Cette structure fédère aujourd'hui une trentaine de membres, dont en particulier Fluoptics, Trixel aussi, par le biais de Thales. Et donc nous avons Evéon aussi d'ailleurs, pardon. Evéon aussi, oui. Donc vous voyez à la fois des grands groupes, mais aussi des start-up, et aussi l'ensemble des acteurs des institutions grenobloises concernées par ce domaine, avec une vocation régionale, puisqu'un certain nombre de laboratoires à Lyon, à Saint-Étienne et ailleurs sont présents. Et dernière casquette aussi, qui n'est pas étrangère à tout cela, c'est un laboratoire d'excellence dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur, qui est une structure nationale que je coordonne dans le domaine des gestes médicaux chirurgicaux assistés par ordinateur, avec là aussi l'enjeu de créer des champions français dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur. Pardon d'avoir été un peu long, mais la multiplicité des casquettes nécessite ces détails. Merci. Bonsoir. Donc, je suis Pierre Puget, cofondateur et directeur technique de la société Apix Technology. Apix, ça veut dire Analytical Pixel, et c'est une société qui conçoit et qui met sur le marché des instruments d'analyse chimique, des chromatographes en phase gazeuse. La chromatographie en phase gazeuse, c'est la technique de référence pour analyser la composition d'un mélange gazeux ou de vapeur, enfin des choses qui se vaporisent à température raisonnable. Et le lien entre Apix et puis le domaine de la santé, il est double. Le premier, peut-être, c'est les potentialités de cette technique comme outil pas forcément de diagnostic, mais plutôt de dépistage de certaines pathologies. Il s'avère que certains biomarqueurs sont présents dans la laine qu'on expire. Ce n'est pas un domaine encore très connu, mais pas très développé, parce que justement, il y a besoin d'instruments qui soient facilement utilisables, facilement transportables et relativement peu chers. Et c'est ce que fait Apix, par rapport aux chromatographes en phase gazeuse traditionnels, qui sont des grosses machines de, on va dire, 30, 40, 50 kilos, la taille d'une grosse photocopieuse. En portant les fonctions principales sur des puces en silicium, on arrive à réduire à la fois la taille, le coût aussi à terme de ces machines sans en grever les performances. L'autre lien d'Apix et de la santé, c'est que je suis issu du CEA Leti, où j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années, en particulier dans le domaine de l'analyse sur puces, biopuces, laboratoire sur puces, etc. Et c'est le savoir-faire que j'ai pu acquérir dans cette discipline qui m'a permis ensuite de transcrire ça sur la phase gazeuse. Puisque vous avez le micro, vous allez continuer en fait à nous dire, effectivement, la deuxième question que je voulais poser, c'est quels ont été les facteurs importants en fait de votre réussite, ou de la réussite vous-même bien sûr, mais Apix aussi, technologie. Vous avez dit que vous étiez issu du CEA, c'est bien sûr un facteur important, mais quels ont été les autres? Alors, j'apprécie que vous parliez de la réussite d'Apix. La réussite, elle reste quand même à prouver. C'est une société qui est encore très jeune, qui a été créée il y a 2 ans. En ce qui concerne les facteurs de réussite, je vous l'accorde pour l'instant, d'Apix, c'est que le terreau grenoblois, je crois, est particulièrement riche en sciences diverses, sciences au pluriel, en particulier tous les aspects multidisciplinaires. Pardon. Dans le genre d'appareil qu'on développe, bien sûr, il y a l'aspect technologie du silicium qu'on trouve au Leti et qu'on trouve dans beaucoup de partenaires industriels potentiels pour Apix, des fondeurs, etc. Mais il y a aussi, sur l'aspect fonctionnel, il y a beaucoup de chimie, il y a beaucoup d'instrumentation, d'électronique. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on trouve pratiquement sur place, que ce soit dans les laboratoires publics tels que le CEA, mais aussi dans les laboratoires académiques. Là, j'ai en tête une coordination des différents acteurs de recherche qui a été établie il y a quelques années là,
Nanobio, qui a été très importante, je pense, pour favoriser l'émergence de ces activités multidisciplinaires. Et puis pour l'anecdote, j'ai été contacté il y a quelques mois par une petite société, c'est une société qui est rattachée à un grand groupe, qui sont de l'autre côté du Drac par rapport à nous, à Fontaine. Il m'a dit, mais tiens, nous, on a développé des logiciels de chromatographie en phase gazeuse, on a appris qu'il y avait une société, je vous appelle, et c'est une société pour laquelle nous n'avons pas concrétisé, avec qui on est en contact étroit. Donc pour vous dire, il y a de la technologie au logiciel, il y a beaucoup de choses ici sur Grenoble, ce qui est vraiment un avantage quand on est une petite société. Monsieur Desmas, peut-être, si vous, c'est autre chose, c'est quand même l'association d'entreprises qui était là, Thales. Quels ont été les facteurs les plus importants pour vous de la réussite de votre entreprise? Alors justement, c'est peut-être le choix stratégique de mes prédécesseurs de vouloir s'associer avec deux grands du médical, Philips et Siemens, Thales ayant le support technologique en tant que tel. Dans les années 93-94, quand on a essayé de développer ces détecteurs à écran plat, les rendements industriels étaient proches de zéro. Ça, vous pouvez vous le permettre pendant 6 mois, 1 an maximum. La société a failli disparaître à ça, puisque les clients commençaient à perdre confiance. Et puis du jour au lendemain, il y a eu une étincelle sur une découverte qui est le corps même technologique du détecteur plat, c'est comment on transforme le rayon X en photon, c'est à travers ce qu'on appelle le scintillateur. Et on a pu maîtriser cette brique technologique. Du jour au lendemain, les rendements sont très rapidement sont augmentés à plus de l'ordre de 30 à 40%. Et derrière, on a pu s'appuyer sur Philips et Siemens en tant que clients et connaisseurs des applications médicales, puisque eux-mêmes intègrent dans leur organisation des docteurs qui peuvent nous donner directement et exactement les spécifications techniques et les requirements pour le développement des nouveaux produits. Donc l'association d'une technologie qui finalement est devenue mature, avec un réseau commercial via ce que j'appelle les commerciales, via les deux grands Philips et Siemens, ont pu tout de suite ouvrir un spectre applicatif très très important. Et aujourd'hui, un détecteur sur 2 dans le monde entier sort des usines de Trixel. Mais la brique technologique dont vous partez, vous dites, vous la maîtrisez, vous l'avez, vous, à l'intérieur de l'entreprise ou avec des centres de recherche? À l'époque, c'était, je dirais, l'histoire technologique que portait Thales, qu'il a développée en interne et purement en interne. D'accord. Absolument. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des relations avec, Bien en sûr. particulier, le Leti. Mais plutôt en interne. Mais plutôt en interne. D'accord. Vous allez donner le micro à Odile Allard. Bon, en dehors de... Donc, quels sont les éléments? Alors, moi, j'ai lu que vous aviez eu le trophée des femmes en action en 2013. Donc, peut-être c'est vous qui avez été l'élément le plus important, mais je pense qu'il y en a d'autres. Alors moi, je commencerai effectivement par la motivation de l'équipe. Oui. Parce que quand on crée une entreprise, et mes collègues des startups le sauront, from scratch, comme on dit, la motivation de l'équipe fait tout. Sa constitution et sa motivation, c'est très important. Ça ne fait pas tout, bien entendu. Donc nous, on a pu s'appuyer dès le départ sur l'excellence scientifique du CEA, puisque nos technologies sont issues des laboratoires du CEA, qui avaient investigué ces sujets déjà depuis de nombreuses années, puisque c'est eux qui ont déposé les brevets. Donc cette excellence scientifique, cette expertise, dès le départ, nous avons souhaité en transférer une partie dans l'entreprise. Et donc ça, c'est un des facteurs clés de succès de notre entreprise aujourd'hui. Un autre facteur clé, nous avons choisi de développer une solution qui mixe 2 grands domaines, la partie physique optique, et là on est plutôt issu du CEA, et la partie traceur, donc on est plutôt issu du côté des laboratoires de l'université Joseph Fourier. Et c'est un choix délibéré dès le départ, même si ça paraissait un peu fou pour tout le monde, mais nous c'est comme ça qu'on voyait notre projet, c'est comme ça qu'on croyait à ce projet. Et on a choisi dès le départ d'intégrer toutes ces compétences dans l'entreprise. Donc ça aussi, aujourd'hui on est convaincu que c'est un de nos facteurs clés de succès parce qu'on a compris des choses sur notre partie instrumentation en ayant besoin de mettre au point notre traceur, et on a compris des choses sur notre traceur en ayant besoin de développer une instrumentation qui permettait de le voir. Donc
Aujourd'hui, on a acquis la conviction que notre choix de départ était un bon choix, même si il a fallu batailler pour se faire entendre sur ces sujets-là. Très bien. Peut-être passer la parole, je vais te sauter un petit peu, Vincent, excuse-moi, mais je te redonnerai après. Parce que l'expérience est très différente ici, c'est chez Raymond Life, puisque c'est une diversification en fait d'une société très enseigne, Raymond, que tout le monde la connaît ici à Grenoble. Bon, expliquez-nous un petit peu ces facteurs de succès. Est-ce que ça c'était un facteur de succès d'être issu Le premier facteur de Raymond succès, c'est d'appartenir à un grand groupe. Voilà. Parce que je connais les parcours pour arriver à lever des fonds, pour lancer et partir de zéro. Donc ça, c'est effectivement d'abord le premier facteur de succès, c'est d'appartenir à un grand groupe, piloté de façon industrielle et pas simplement financière, donc qui m'a laissé faire, qui m'a laissé tenter des choses, qui m'a autorisé à faire des erreurs, et qui a compris que finalement le monde de la santé était très différent du monde de l'automobile, omniprésent aujourd'hui dans la culture du groupe, avec une échelle de temps qui n'était pas la même. Mais le premier facteur de succès, c'est celui-là, c'est donner du temps au temps et puis permettre de lancer sur une échéance à long terme pour essayer de se faire une place. Un deuxième facteur de succès, je rejoins Odile, c'est la motivation de l'équipe. L'esprit start-up, c'est un esprit à part entière, c'est avoir une équipe en qui on a confiance, qui est motivée les jours avec et les jours sans, parce qu'il y en a. Il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est aussi la capacité à pouvoir motiver l'ensemble de l'équipe avec une stratégie claire, qu'on affine, qu'on ne fait pas bon du premier coup, qu'on affine jour après jour, et qui permet d'emmener tout le monde vers une orientation souhaitée. La particularité d'Araymond Life, c'est qu'on n'est pas arrivé dans ce marché de la santé avec un produit. On s'est dit on a un savoir-faire qui est le savoir-faire de la fixation, donc maîtrisé depuis longue date. Araymond fêtera ses 150 ans en 2015, donc il y a une grande fête qui se prépare et je pense que vous comprendrez pourquoi. On n'est pas arrivé avec un produit qu'on a décidé de mettre sur le marché, on est arrivé avec une technologie qu'on maîtrise depuis bientôt un siècle et demi, en disant, historiquement, Araymond était sur des supports souples, avec la ganterie, après ça a été l'automobile, d'autres voies de diversification ont été tentées dans les domaines industriels, dans les domaines bâtiments, plus récemment dans les énergies, et j'ai été à l'initiative donc cette diversification dans la santé, en disant qu'est-ce qu'on peut apporter dans ce domaine de la santé où il n'y a pas de spécialiste de la fixation, c'est le cœur de métier du groupe, et qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut transférer comme technologie de la fixation dans ce domaine de la santé. Et c'est là qu'on a fait une approche a posteriori, donc c'est toujours plus facile de dire les erreurs qu'on a pu faire. Donc on a fait une approche technologie en essayant d'avoir un spectre un peu opportuniste au départ, et puis qu'on recentre et qu'on focus jour après jour. Mais pour nous, la composante essentielle, c'est le temps, c'est le support derrière du groupe, parce que arriver à lancer des projets, à financer le business développement, financer tout le fonds de roulement de l'activité, se structurer de façon autonome, pour arriver à être reconnu avec un nom dans un domaine où Araymond n'est pas du tout connu, autant Araymond est connu dans le domaine de l'automobile, autant il ne l'est pas dans le domaine de la santé, ça prend du temps, et du temps qu'il faut financer. Alors, c'est pas simplement le financement, vous avez dit aussi l'équipe, bien sûr, le processus industriel qui est en fait une culture, en fait. Oui. Mais au niveau du financement, ça veut dire que c'est Araymond qui a financé l'ensemble ou que... Oui. Oui, d'accord, sur ses fonds propres. Sur ses fonds propres. Voilà. Sur ses fonds propres. Effectivement, ça doit faire rêver quelqu'un-là. On va donner la parole, en fait, à Vincent. Et moi, je voudrais savoir, Vincent... Je confirme que ça fait rêver. Alors, Vincent, toi, est-ce que... Toi, est-ce que c'est parce que tu étais un financier avant, c'était ça le facteur de réussite au départ chez toi? Je pense que ça peut contribuer. Je ne suis pas sûr néanmoins que ce soit un facteur clé, au premier en tout cas, de succès. Je rejoins Odile sur le fait que l'équipe est clé au départ. La motivation, l'équipe fondatrice et les premiers collaborateurs qu'on embauche. Je parle souvent non pas de salariés mais de pionniers. C'est un mot que j'aime beaucoup. Le fait qu'effectivement on se donne dans un projet et que la motivation, même face aux difficultés, c'est avant tout dans un objectif de développer
des dispositifs médicaux et de répondre à des besoins patients, praticiens, et d'apporter du service autour de ces dispositifs, donc avec un objectif très clair de développer effectivement pour Évéon une entreprise industrielle. Une entreprise industrielle, ça veut dire effectivement arriver à mobiliser des sommes financières qui peuvent être importantes, donc ça fait partie très clairement des facteurs de difficulté en revanche. L'autre aspect, facteur clé de succès, je vais redire probablement ce qui a déjà été dit d'une autre façon, mais c'est l'écosystème grenoblois. Évéon est né d'une idée, d'un concept au départ, et n'est pas issu d'un laboratoire. Je vais parler de biomimétisme, mais en fait, du constat que la seringue avait peu évolué, même si maintenant il y a des auto-injecteurs, mais c'est resté toujours un piston et une aiguille, pour faire simple. Et en observant le moustique, un moustique à 5 capteurs, 2 micropompes, comment peut-on répliquer ce que fait le moustique de telle façon à faire des dispositifs de préparation et ou d'administration de médicaments qui soient totalement automatiques, sécurisés, intuitifs d'utilisation. Et dans la phase amont de projet, pendant la phase d'incubation au sein de Grenoble Alpes Incubation, s'est noué un partenariat fort pour nous avec Grenoble INP, et où on a développé le premier prototype de micropompe d'injection pour des médicaments. Donc l'aventure d'Évéon est vraiment née là, avec le soutien de Grenoble INP, élargie effectivement depuis à des collaborations aussi avec le CEA Leti, et ce fut des aspects importants. L'autre aspect dont je parle moins souvent, probablement, ça a été la compréhension de besoins et réglementaires, j'allais dire, et la mise en place d'un comité stratégique où j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de personnes, que ce soit associations de patients, professeurs de médecine, industriels des dispositifs médicaux et aussi un assureur, qui ont permis, dans cette phase de lancement de l'entreprise, de nous épauler et de pouvoir faire appel à des savoirs extrêmement importants quand on démarre et où, bien évidemment, on est loin d'avoir toutes les ressources. Philippe Cinquin, prenez un. Oh, il y en a d'autres évidemment. Vous l'avez dit, vous avez un laboratoire, mais j'ai cru comprendre que vous avez participé à pas mal de start-up. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, ce qui a été dit là jusqu'à présent ? Écoutez, je partage beaucoup de ce qui a été dit sur les facteurs de succès. Je pense que la motivation des personnes est l'élément clé. Alors dans notre cas, on a de la chance parce que notre travail typique consiste à discuter avec un collègue clinicien, à comprendre d'une manière assez profonde son besoin, à transformer ce besoin en un problème qui va pouvoir s'exprimer en termes de mathématiques appliquées, en termes de robotique, en termes de chimie, en termes de physique, à donc faire ensuite un travail qui va être typiquement une thèse, un travail d'ingénieur, pour développer un prototype, le développer d'ailleurs en association très étroite avec le clinicien du départ, c'est-à-dire que c'est pas on nous pose une question et puis on revient 3 ou 4 ans après, c'est vraiment un travail très associatif qui d'ailleurs renvoie à la table ronde précédente de la formation, parce qu'effectivement le fait qu'il y ait des masters ou des doctorats qui puissent accueillir à la fois des scientifiques et des médecins, c'est quelque chose d'absolument essentiel et c'est quelque chose qu'on avait compris à Grenoble il y a déjà au moins 20 ans et qui d'ailleurs était dans la prolongation de ce qui a été évoqué sur la formation à l'époque du DEA de génie biologique et médical qui était à l'époque rhône-alpin. Donc on a la possibilité de transformer un problème médical en un prototype qui revient ensuite à la clinique et qui revient à la clinique avec un niveau de qualité qui implique un partenariat industriel qui là aussi doit avoir été fait dès le début et qui, dans un certain nombre de cas, se retrouve ensuite utilisé sur des milliers, voire des centaines de milliers de patients. Ça, je peux vous garantir que c'est extrêmement motivant parce que quand vous avez vécu ça une fois, donc ça prend le cycle complet entre la première idée et puis le moment où on est sur le patient, minimum 3 ans, plutôt 5 ans typiquement. Et donc quand on a réussi à transformer quelque chose qui était totalement théorique au départ en un objet qui devient utilisé par le médecin d'abord à toute petite échelle et puis ensuite à très grande échelle, c'est un plaisir tel que c'est une drogue et on a envie de recommencer. Alors ceci dit, une drogue, s'il n'y a pas l'environnement adéquat, ça ne fonctionne pas. Et là, comme ça a été dit ici, on a la chance à Grenoble d'avoir quelque chose d'absolument formidable. Je pense que c'est la carte qui a été jouée par Grenoble depuis très longtemps.
Alors je voudrais rappeler, par exemple, vous avez vu que le nom de mon labo est un petit peu long, TIMC-IMAG. Pourquoi -IMAG? Parce que l'IMAG, c'était un institut d'informatique et de mathématiques appliquées à Grenoble. C'est quelque chose qui a été créé il y a plus de 50 ans, puisqu'on a fêté son cinquantenaire en 2007. Un outil remarquable qui a été tué par bêtise de nos institutions, donc c'est malheureux, mais qui perdure aujourd'hui en particulier. Il est d'une certaine manière il est renaquis de ses cendres, pardon, sous la forme du laboratoire d'excellence Percival Lab. Et donc, l'idée de base des fondateurs de l'IMAG, c'était de pouvoir mettre ensemble une activité pluridisciplinaire dans laquelle on voyait l'informatique naissante, il y a plus de 50 ans, avec les mathématiques appliquées. Ça, c'est caractéristique de l'approche grenobloise qui permet justement des activités transverses. Et donc là, ce matin, on a eu un certain nombre d'exposés, et en particulier l'exposé du doyen Sarrazin, et on a vu ici l'impact d'une vision. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir les bonnes briques, il faut encore comprendre que c'est quelque chose qui peut se mettre en place et qu'on a donc intérêt à donner le petit coup de pouce qui permettra de démarrer. Et ça, cette vision, elle a eu lieu donc, au début des années 80. Vous nous avez rappelé la vision que vous aviez que l'informatique pouvait effectivement servir à la médecine. Et c'est quelque chose qui a permis d'aller vraiment beaucoup plus loin et de créer ce qui s'est fait aujourd'hui. Alors, le dernier volet, de mon point de vue, ce sont les outils dont on se dote aujourd'hui, et en particulier, on voit aujourd'hui se créer l'université de Grenoble-Alpes. Cette université de Grenoble-Alpes, elle regroupe l'ensemble des acteurs universitaires, mais aussi des organismes de recherche nationaux ou locaux qui sont concernés. C'est un élément absolument vital, parce que dans notre cas particulier, on a notre fil rouge qui est de servir le patient à l'interface entre les sciences du vivant et les sciences numériques. Il est clair qu'on ne peut pas maîtriser tout ce qu'il nous faut. On a forcément besoin d'aller chercher des partenariats. Et on a la chance, à Grenoble, de trouver dans tous les domaines, donc des sciences de l'information, les mathématiques appliquées, l'informatique, mais aussi la physique, la chimie, les microsystèmes, les nanodispositifs. Partout, on trouve d'excellentes équipes qui sont très contentes de voir un point d'entrée potentiel avec la médecine et avec laquelle donc, il est très facile de nouer des partenariats extrêmement fructueux. C'est ce melting pot qui nous a permis effectivement de créer les startups que j'évoquais tout à l'heure et en particulier de profiter aussi des mécanismes d'aide à l'innovation. Grain, Gravit, Pétale ont été cités. On a beaucoup utilisé ces mécanismes ainsi que les filiales de valorisation de notre université. On y reviendra un petit peu tout à l'heure dans la dernière partie. Monsieur Delmas, la question, je vais vous la poser autrement, parce qu'en fait, Thales aurait peut-être pu développer Trixel ailleurs qu'ici à Grenoble. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça aurait été possible? Qu'est-ce que ça aurait pu manquer, peut-être? Alors, on a bénéficié de la compétence déjà sur le territoire grenoblois des développeurs ou des développements des produits antérieurs qui s'appellent les tubes rayons X conventionnels, dont le savoir-faire était déjà présent dans les usines de Thales il y a déjà plus de 30 ans. Donc il y a un passé culturel d'engagement dans ce secteur-là. Le deuxième secteur, c'est toute la partie microélectronique associée à cela. Et là, que ce soit avec les LINPG, mais aussi nos amis d'ST, de Soitec, qui sont dans les mêmes méthodologies de connaissance des matériaux, on a ici une culture globale de la connaissance des structures électroniques qui indiscutablement ont généré la création et la formation d'ingénieurs qui sont présents dans les usines aujourd'hui à la fois de Thales et de Trixel. Donc là, on a un terroir tout à fait, je dirais, exemplaire en termes de possibilités de croissance. Donc ça, c'est la partie hard. La deuxième partie, c'est la partie soft et traitement d'image. On est en relation avec le CEA Leti, justement, on a un labo commun de développement pour le traitement d'image et la correction d'image. C'est un gros challenge sur un écran de télévision. Là, c'est pareil, c'est un même écran, mais pour les radio X, il ne faut pas que la moindre pixel soit défaillante, sinon ça vous crée un défaut. Donc le traitement d'image et la correction d'image est un deuxième secteur très important pour nous. Et là, on est en relation avec le Leti et le CA en amont. Et le troisième donnée, qui va être une des données de demain, c'est comment gérer les données au sens large, la confidentialité des données. Et là, on va plutôt se recentrer sur le savoir-faire de Thales dans le traitement des données.
Très bien, merci. Odile Allard, vous pouvez prolonger un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Et moi, je voudrais que vous reveniez aussi sur le financement, puisque en fait, vous avez fait une levée de fonds qui s'est bien peu passée. Mais il y avait effectivement le côté excellence scientifique. Voilà. Nous, il y a bien entendu, du fait des produits qu'on développe, la relation avec le clinique. Et là aussi, je rejoins Philippe, très rapidement, quand on a eu notre premier proto en main, qui pouvait bien entendu pas rentrer au bloc opératoire, nous sommes quand même allés voir des équipes cliniques, au CHU de Grenoble en particulier, puisqu'on a des gens très motivés par l'innovation. Donc on a pu faire des souris avec eux ou du cochon, mais on a réussi à mobiliser des chirurgiens pour valider la pertinence de nos technos. Maintenant, on en est aux essais cliniques avec eux, bien entendu. Donc ça, c'est un vrai plus dans notre environnement. Et puis effectivement, dans le cadre des startups, c'est le financement, parce que tout ça, vous avez bien compris qu'on ne génère pas de chiffre d'affaires tant qu'on fait toute cette recherche. On investit beaucoup d'argent et les créateurs n'ont pas l'argent nécessaire pour investir dans ce genre de projet. Donc ça passe par des levées de fonds successives. Et l'autre dimension forte sur Grenoble, c'est un réseau de business angels très dynamique, très impliqué dans la création d'entreprises et enfin, en tout cas très motivé pour accompagner la création d'entreprises innovantes sur la région. Et nous, depuis le départ, notre première levée de fonds qui date de 2010, un an après notre création, elle a été faite avec les business angels grenoblois, qui ont aussi la capacité à fédérer d'autres réseaux, que ce soit régional ou national. Donc ça, c'était la première levée de fonds. Nous en avons fait une deuxième que l'on vient de clôturer, et qui est portée majoritairement, alors qu'on parle de 2 millions d'euros, donc c'est pas rien, c'était pas du tout jusqu'à présent le modèle des business angels. Et il faut savoir que ces 2 millions d'euros se répartissent en 1 million par des business angels uniquement, Grenoble-Savoie. Et l'autre million, on est allé le chercher avec les business angels auprès du fonds de la BPI qui a été créé spécialement pour ça, Angel Source, qui est un fonds dédié à l'investissement auprès des business angels dans les entreprises innovantes prometteuses au niveau national. Voilà. Donc ça, c'est un véritable atout dans la région, quoi. Et d'ailleurs, ça se concrétise, parce qu'en fait, le président des Business Angels au niveau national, il est quand même grenoblois, c'est Jean-Louis Brunet, et donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont encore plus performants, il mérite en fait son poste de président national. Certainement. Je pense que la dynamique qu'il a su, parce que je crois qu'il est toujours président de Grenoble Angels, qu'il a su insuffler chez les Business Angels de Grenoble, il est en train, parce que c'est récent sa nomination quand même, c'est vrai. Il est en train de la mettre au niveau national, et je pense que nous, on a pu profiter de cette fenêtre, c'était le bon moment, puisqu'on est le premier projet quand même dans lequel le fonds Angel Source a investi. D'accord. Merci. Vincent, tu vas ajouter sur cette thématique, donc comment tu as profité. Moi j'aimerais bien que tu donnes quelque chose de très concret, quoi. C'est-à-dire que comment tu dis profiter donc encore aujourd'hui de l'environnement grenoblois et comment quelque chose de concret pour illustrer véritablement l'histoire qui est la tienne. Je voulais juste, avant de répondre à ta question, Jean-Luc, mentionner un acteur qui est très important, me semble-t-il, dans l'écosystème grenoblois aussi, c'est le pôle de compétitivité Minalogic, dont on parle beaucoup, qui est à la jonction, en définitive, aujourd'hui, de tout ce qui est micro-nanotechnologie et des applications dans le domaine de la santé. Je citerai juste un chiffre. Minalogic est aujourd'hui le 2e pôle de compétitivité en France par le nombre de projets validés, labellisés, comme on dit, dans le domaine de la santé, ce qui est extrêmement important et montre la richesse de notre territoire en termes de développement d'entreprises et de projets dans le domaine des technologies médicales ou de la bio-industrie. On en a profité, c'est un bon exemple pour répondre à ta question. Nous étions encore une très jeune entreprise, nous avions 9 mois d'existence et fortement incité par le LETI, passionné par notre projet, nous avons déposé un projet dans le cadre d'un appel à projet qu'on appelle FUI, Fonds unique interministériel, qui permettent à des entreprises d'avoir des subventions jusqu'à 45% pour une entreprise telle qu'Evéon, et pour lequel nous avons été chef de file. Donc être chef de file d'un projet qui regroupe un certain nombre d'acteurs, dont le LETI, Grenoble INP, plus des industriels, c'est effectivement de quelque chose qui est quand même relativement ambitieux
Et c'est que très clairement, nous n'aurions pas su le faire, nous n'aurions pas pu le faire, que ce soit le montage du projet, qui est quand même extrêmement compliqué, le fait aussi de signer les accords de consortium, les accords juridiques. Il y a toujours des problématiques de répartition de la propriété industrielle, notamment, d'exploitation des brevets qui peuvent être déposés en cours de projet. Bien, ce projet, il est évident qu'un partenaire comme Minalogic a été clé dans la réalisation de ce projet, de sa naissance, de son incubation, j'allais dire. Nous avons, dans le cadre de ce projet, développé une micro-pompe d'injection de médicaments qui tient sur la surface du bout du doigt et qui permet d'injecter 1 à 2 millilitres en quelques secondes, donc répond bien à l'injection extemporanée bolus pour de l'injection de médicaments. Et les premières micro-pompes sont sorties il y a 3 mois du LETI. Donc c'est très clairement un des avantages, un des atouts aussi de la région. Et on rejoint là, on n'a pas parlé d'un autre aspect qui est très important, où le laitier est très impliqué, mais avec le CHU, c'est Clinatech aussi dans ces domaines qui sont majeurs et qui sont bien à la jonction de la technologie, des microtechnologies et de tout ce qui est médical. Merci. Monsieur Puget, vous avez la même analyse. Il y a plusieurs micros là. Prenez celui-là. Apparemment, c'est celui-là qui marche le mieux. En tous les cas, c'est celui dans lequel on le parle le plus. À quel sujet? Au sujet Mais toujours pareil, dans ces facteurs dont vous avez pu profiter, avec le CEA, bien sûr, voilà, comment on peut illustrer ça de façon très pragmatique? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Oui, c'est pour ça. Dans notre cas particulier, nous, on a été incubé par Grain et la mise en place de la société, etc., on a eu une aide vraiment de cet incubateur primordial. En particulier, on a été lauréat du concours du ministère d'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et là, très franchement, sans Grain, on ne serait pas allé très loin. Pour monter le dossier, etc. Et ce qui, pour la société, a été très très important pour le départ. Incubateur Grain, pépinière d'entreprise derrière ou pas? Donc on a bénéficié du processus d'incubation du CEA, donc quelque chose qui est très CEA, mais qui est, je pense, vraiment un avantage. Ça permet pour des chercheurs du CEA de passer la barrière d'accès, de tout ce que représente la création d'une entreprise. Quand on sort dans un laboratoire de recherche, il faut se former très rapidement à beaucoup d'exercices qu'on n'a jamais pratiqués. Ça permet de limiter le risque aussi. Et puis on est suivi par un comité qui suit le projet période de 6 mois, et ça c'est vraiment, je pense, très, très intéressant. C'est un dispositif qui est ouvert pour les salariés du CEA, mais qui peut aussi bénéficier à des gens qui viennent de l'extérieur. Enfin, je crois que Dylan l'a pratiqué aussi. Donc voilà, ça je pense que c'était quelque chose de très, très intéressant. Puis sinon, je crois qu'on a dit aussi beaucoup de choses. Oui, déjà beaucoup de choses ont été. Monsieur Le Gars, il vous reste à vous encore à en dire. Voilà, vous avez dit qu'effectivement, les fonds, on en a parlé, le fait que ça soit adossé. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter? Je rejoins l'avis de Vincent. Le FUI est un mécanisme qui permet le rapprochement du monde de la recherche avec le monde de l'industrie, hein, parce que par essence même, ce type de projet doit combiner ces différentes cultures et compétences. Donc ça c'est très bien parce qu'effectivement Minalogic est un pôle très fort, Plastipolis en est un autre en ce qui nous concerne, donc sur lequel on mise beaucoup avec des projets dans le domaine du plastique, parfois à cheval entre même les deux pôles, hein, donc des pôles multilabels. C'est une composante essentielle pour faire avancer à la fois le monde des dispositifs médicaux ou services de la santé, en y intégrant le cœur de compétences de la région avec les micro- et nanotechnologies. Donc ça donne vraiment un sens à toute cette recherche. Après, c'est des mécanismes qui sont quand même relativement longs. Quand on a une start-up, on a toujours une certaine impatience. Donc,
Si j'avais à formuler un vœu, ce serait de voir comment on pourrait accélérer un peu tout ça, parce que pour avoir... Vous êtes déjà passé en fait à la dernière question, donc pardon, allez-y. j'ai peut-être anticipé, mais voilà. Commencez. Avant d'être chez Arémon Live, j'ai eu la chance d'être expert au comité scientifique du pôle de Plastipolis. Je vois comment sont montés, sont présentés les projets, je vois le temps qu'il faut pour les mettre en œuvre. Quand on a une start-up et qu'on commence par ça, le chemin est long, très long. Donc je pense qu'en France, il serait, même s'il y a déjà eu pas mal d'avancées en la matière, je pense qu'il serait important aujourd'hui d'avoir une accélération pour arriver à booster cet accès au projet, cette transformation d'idées en concret, hein, comme ça a déjà été dit par mes collègues, en ayant des mécanismes qui favorisent le rapprochement entre les industriels et le monde de la recherche, avec des décisions sur la labellisation des projets qui soient plus rapides. Je pense que là, il y a quelque chose à faire dans ce domaine, puisque la clé de voûte de tout ça derrière, c'est le temps d'accès au marché. Et le temps d'accès au marché, quand on est une start-up, ça prend du temps, et derrière, c'est de l'argent, un fonds de roulement à trouver, et voilà. Donc c'est sans qu'il y ait le moindre euro de chiffre d'affaires, comme le disait Odile. Donc je pense qu'il y a une voie de progrès dans ce sens-là à trouver. Après, l'autre difficulté qu'on peut rencontrer quand on est une jeune entreprise comme la nôtre, c'est le recrutement de ressources, de compétences clés. On est, en ce qui nous concerne, une entreprise qui est très bien connue dans le domaine de l'automobile, pas du tout dans le domaine de la santé. Donc se rendre attractif dans ce domaine, c'est pas évident. Donc je pense qu'une structure qui permettrait d'avoir un pôle de recrutement ou quelque chose dans ce genre qui permettrait peut-être de mutualiser des compétences, hein, parce qu'au début on n'a pas forcément besoin de compétences à temps plein sur certains domaines. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire dans ce sens-là pour des ressources précises ayant des compétences précises. D'accord. Philippe Sinquin, sur le recrutement, la formation, parce qu'en fait c'est tout ça là. Donc qu'est-ce que vous pourriez améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce que dans votre tête vous pourriez améliorer? Ce qui me frappe, on l'a vu toute la journée, c'est qu'il y a un potentiel énorme à Grenoble en matière de technologie de la santé. Si vous allez en dehors de Grenoble et que vous demandez à n'importe qui, à Paris par exemple, ou même à Lyon, qu'est-ce que c'est que Grenoble, ils vous répondront micro-nanotechnologie. Et c'est vrai. Mon rêve, c'est qu'on voit aussi la force de la communauté technologie de la santé. Force qui se justifie complètement en termes de qualité industrielle, avec les personnes qui sont ici, mais aussi tout le bassin grenoblois. En termes de qualité scientifique, on a vu toute la journée des intervenants venant des diverses structures grenobloises, de l'UJF, de l'INP, du CEA, du CNRS, de l'INSERM, de l'INRIA. On n'a pas parlé de l'INRIA, mais l'INRIA est aussi très présent sur ce terrain-là. Donc il y a un dynamisme en termes scientifiques qui est tout à fait réel. Et enfin, sur le plan clinique, on a aussi des outils magnifiques avec le CHU de Grenoble, avec des plateformes. Il y en a au moins 2 dans ce domaine. On a parlé beaucoup de Clinatech. J'ai parlé aussi d'Ecabi. Donc on a ici 2 plateformes qui sont potentiellement complémentaires et qui vont précisément dans ce domaine des technologies de la santé. Donc je crois qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. Et donc il y a un enjeu qui est de rendre tout ça visible. Donc là, il y a un travail qui est en cours. Ce travail, je pense qu'il prendra sa forme. Il y a une opportunité extrêmement intéressante qui va venir très prochainement. C'est sans doute l'appel d'offres sur les initiatives d'excellence version 3 qui va occuper toute l'université de Grenoble avec l'ensemble de ses composantes et aussi les partenaires industriels et en particulier, comme l'a rappelé Vincent, les pôles de compétitivité, parce que Minalogique mais aussi Lyon Biopôle seront concernés. Et donc je crois qu'effectivement, là, il y a une opportunité historique pour rendre visibles les technologies de la santé. Et cette opportunité, j'espère qu'on la saisira, mais je pense que tous les acteurs qui sont là seront d'accord pour faire le maximum pour la faire vivre. Je serais tenté de dire aussi, puisqu'on est ici à la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, que c'est peut-être aussi notre rôle ici à la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble que de se saisir en fait de cette filière de santé pour le faire. Mais bon,
Là, je parle après en tant que Juste, vice-président. si vous permettez juste un point, on a la Bien chance sûr. que précisément, parmi l'ensemble des filières d'excellence qui ont été identifiées par le ministère du redressement productif, il y a une filière identifiée sur le dispositif médical, que dedans sont mentionnées des thématiques qui nous concernent, enfin en particulier pour ce qui nous concerne la chirurgie assistée par ordinateur, mais pas seulement. Donc on a effectivement ici quelque chose dans lequel, au plus haut niveau de l'État, on a bien identifié l'importance stratégique de ce domaine-là. Donc on aura le relais qu'il faut, je pense, au niveau de l'État, dans les différents ministères concernés. Tout à fait. Vous savez aussi quand même que sur la presqu'île, une des trois orientations quand même de la presqu'île scientifique, c'est quand même la santé. Donc ça va. Mais on a la chance que la santé, encore. on a la chance, mais aussi parfois la difficulté que la santé est identifiée comme stratégique par tout le monde. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle reste morcelée à Grenoble. On va l'appeler la technosanté chez nous. Et les technologies de la santé à Grenoble, aujourd'hui, sont morcelées parce que prioritaires pour tout le monde. Donc là, il y a un véritable enjeu. Monsieur Puget, donc qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans les années à venir? Alors je crois que, je vais rejoindre Philippe Cinquin. Je pense que pour dans un monde globalisé, dans toute activité industrielle, en particulier de start-up, il faut avoir une visibilité qui va largement au-delà de son écosystème, qui bien sûr est, comme on l'a dit, très riche. Et donc la visibilité mondiale est très importante. Alors là, je vais dire quand même que, et ça dépasse un peu le cas de Grenoble, mais ça reste local, le travail que fait l'AEPI par exemple, ou la région, dans les représentations internationales, dans les grandes conférences, etc., est très importante. Enfin, j'ai eu l'occasion de le voir et puis aussi d'y participer, ça c'est très important. Les moyens de communication aussi, c'est très important. Alors, Grenoblois, nous avons tous constaté que c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller à Paris que de faire venir des Parisiens. Hein. Et encore, aller à Paris, on met quand même 3h30, Voilà. on met 2 heures pour arriver à Saint-Étienne, et puis après on met 1h30 pour arriver ici. Voilà. Donc là aussi, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Mais bon, ça fait partie des choses très pratiques, mais je pense que pour se déplacer, quand on est grenoblois, ça va. C'est plutôt de faire venir des gens de l'extérieur que je trouve qui est plus difficile. D'accord. Faire venir les gens. Voilà. Donc représentation à l'étranger, des appuis pour rayonner, effectivement, me paraissent très important. Très bien. Monsieur Delmas, on a parlé donc facilité de faire venir les gens, visibilité de la santé, recrutement, on l'a dit, rapidité d'accès au marché. Il y a d'autres choses? Oui, d'abord je voudrais remercier la Chambre de commerce à travers les systèmes EcoBiz que vous mettez en place, les plateformes qui sont collaboratives tout à fait importantes, où on pousse nos ingénieurs à être présents pour échanger avec d'autres sociétés. Et Jean Vélé, qui était l'ancienne Thales, connaît bien la maison. Absolument. Donc tout ça pour dire que c'est important parce que dans une industrie, aujourd'hui, nos patrons nous demandent de délivrer. C'est le court terme plutôt, mais aller savoir ce qu'on va devoir développer dans 10 ans, ce n'est pas leur souci premier. Or, pour l'industrie, c'est notre préoccupation première de savoir quel sera le produit dans 10 ans, et il faut l'anticiper dès maintenant. Les relations que l'on a avec ST, et on est en train de développer un produit sur une base d'un composant CMOS, c'est une réflexion qu'on a effectivement déjà développée il y a 10 ans. On est en train de développer, de travailler, est-ce que ça débouchera ou ça ne débouchera pas, mais avec Isorg sur des substrats organiques pour alléger le poids, parce que les détecteurs vont devenir portables. Donc aujourd'hui, au lieu d'avoir un détecteur qui pèse 5 à 15 kg, il va peser plus que 2 kg, voire 1 kg. Et le docteur pourra donc transporter son détecteur de patient à patient très facilement. Donc, alors qu'aujourd'hui c'est compliqué, le détecteur rayon X va devenir mobile et à l'intérieur même du détecteur de transporter des données astronomiques. On pourra enregistrer des données de malades qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Chaque détecteur a sa spécificité. Donc ça pour dire que la recherche amont, on a besoin de réseaux pour déposer des projets au niveau de l'Europe. Et là, on s'appuie par des coopérations sur le territoire grenoblois, entre sociétés, donc on s'aide mutuellement, à 2 et à 3, pour pouvoir soumettre un programme
qui nous permet de faire du financement. Alors là, je vous fais rêver, puisque c'est des financements de l'ordre de 3, 4, voire 5 millions d'euros pour ça. Et si on était tout seul, on ne pourrait pas l'avoir. Donc il faut bien se mettre en relation avec d'autres startups, voire d'autres sociétés qui sont complémentaires par rapport à nous. Et cet accès en fait à la collaboration, à la coopération, est-ce que vous pensez que le tissu grenoblois, les organismes sont suffisamment ici développés sur Grenoble, ou faut-il encore les développer? Là encore, non, je pense que c'est le bon vouloir déjà des dirigeants, d'accepter de prendre un peu de temps à échanger les points forts de chacun, à bien comprendre les forces et faiblesses ou les atouts sur lesquels on veut aller. Et puis, il y a des fédérateurs comme la Chambre de commerce qui aident à cela. Donc, je les encourage à continuer à faire ce genre de lien entre les sociétés. Merci. Jean Vellet, il sera content de savoir que ça marche bien. Dis-là. Alors, allez-y. Alors, vous avez autre chose, vous? Différente, hein. Moi, je vais revenir sur l'investissement. Alors, c'est pas propre à Grenoble, mais dans nos industries, c'est très capitalistique parce que le temps d'accéder au marché prend du temps, c'est très réglementé, il faut mettre au point les protos. Je vais pas tout. Moi, j'ai eu la chance de trouver des relais auprès des business angels qui croient vraiment à notre projet et qui ont mis beaucoup d'argent sur la table à la taille de la dimension de ces investisseurs. Aujourd'hui, c'est vraiment dommage de constater qu'en France, on a beaucoup de difficultés à trouver des VC, ce qu'on appelle plutôt les investisseurs institutionnels, français, je ne parle que des Français pour le moment, prêts à accompagner les entreprises dans des phases, alors je ne parle pas de l'amorçage, parce que je pense qu'on a ce qu'il nous faut au niveau de l'État français pour accompagner, mais dans des phases où on n'est pas encore tout à fait sur le marché, parce que ça prend du temps pour une entreprise de la santé d'arriver sur le marché, mais on a déjà des protos qui sont déjà passés dans des mains de chirurgiens, qui ont déjà démontré une certaine pertinence clinique. Par contre, on n'a pas des milliers de commandes encore, mais à ce moment-là, on a besoin d'argent pour aller chercher les milliers de commandes à l'international. Alors ça, aujourd'hui, c'est vraiment un constat, et je ne suis pas la seule à le faire, de dire on ne trouve pas d'argent auprès des VC, ils sont passionnés par nos projets, alors vraiment, ils nous reçoivent et on passe beaucoup de temps à leur expliquer nos projets, tout ce qu'il y a de bien. Puis à la fin, de dire c'est super, mais revenez me voir au tour d'après. Revenez me voir au tour d'après parce qu'il y aura plus d'éléments, tout. Et à la fin, moi, j'ai été fâchée parce que j'ai dit, mais peut-être que je n'existerai plus au tour d'après. Oui, donc, voilà. Ou alors, j'aurai plus besoin de vous. Oui. Et c'est mon souhait le plus profond, c'est de ne plus avoir besoin d'eux. Ça va être difficile, mais aujourd'hui, c'est le constat que je fais. Et quand je discute, alors, on a cette chance, ça c'est un vrai plus sur la région de Grenoble, d'être un très grand nombre de start-up à des stades de développement plus ou moins différents. Et il n'y a pas de compétition entre nous et on interagit beaucoup. Alors on fait partie soit d'une association, soit on est dans la plateforme ECAMI, soit on appartient à l'association Medicalps. Et entre chefs d'entreprise, on se rencontre tous les trimestres et on se raconte nos choses bien et nos malheurs. Et on se rend compte que régulièrement, on a les mêmes malheurs et c'est un constat. Et quand on communique avec des gens ailleurs en France, c'est le même constat. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, ce qui serait bien aussi, c'est que les hôpitaux français fassent partie des premiers à acheter l'innovation française. La directrice tout à l'heure du CHU était là, c'est dommage que vous soyez là, on aurait pu lui poser la question. Alors, et elle n'est pas restée. Mais on lui posera. Il se trouve que le CHU de Grenoble est un de nos premiers clients. C'est-à-dire qu'on n'a pas été obligé de leur donner la machine. Mais dans beaucoup d'autres hôpitaux, pour avancer, il faut qu'on... Alors c'est des prêts longue durée, on va d'accord, mais bon, c'est-à-dire qu'on doit, nous, trouver des financements pour faire des machines, pour les mettre à disposition. Nos premières ventes, elles sont en Allemagne, elles sont au Danemark, elles sont à Singapour. Voilà, c'est ça. Alors je laisse passer Grenoble, où ça a été la première, Lyon, où ça a été la deuxième, mais pour les autres, l'innovation est difficile à vendre en France. Donc ça aussi, c'est un message, si on pouvait le remonter au plus haut niveau, qu'il y ait des budgets réservés dans les hôpitaux pour acheter de l'innovation française, ça serait un vrai plus. On en parlera peut-être à une ministre grenobloise quand on la verra. On a déjà... Je voulais juste intervenir là-dessus, vous avez absolument raison. On est 6e au niveau mondial dans la R&D, dans le démarrage Absolument. On n'est que 22 ou 23e au niveau industriel. Et le nombre d'entreprises qui ne démarrent pas parce qu'il n'y a pas ce relais financier entre la R&D et la partie pré-industrielle ou pré-série, c'est une véritable catastrophe en France et c'est typiquement français. Tout à fait. Alors, il y en a peut-être... Juste un exemple pour illustrer ça. Notre premier compétiteur est canadien. Donc nous, on existe depuis 2009, on a levé 2 750 000. Eux, ils existent depuis plus longtemps, ils ont levé 70 millions de dollars. Ouf. Donc on ne peut pas jouer dans le même cours au niveau international. C'est clair, c'est clair.
Tu as tout dit, Odile. Non, Parfait. certainement pas. Non, mais voilà. Si, parce que c'est un sujet sur lequel j'allais insister aussi. Je sais bien. Tu le sais bien. C'est une vraie difficulté. On a levé. Alors nous, on n'est pas passé par le réseau Business Angel formellement, mais je n'ai pas de capitaux risqueurs institutionnels aujourd'hui au capital d'Evéon. Je n'ai qu'une holding familiale, un entrepreneur qui a une vision moyen-long terme et des personnes physiques. On a levé au total 3,4 millions à ce jour. Il faut en plus des capitaux risqueurs, un qui ait le courage d'investir, et ça manque, et d'investir effectivement dans des projets industriels. Je vais peut-être choquer, mais c'est une réalité. Je suis en pleine levée de fonds et je me suis entendu dire récemment qu'il fallait que j'oublie le côté industriel du projet. Parce qu'on ne faisait pas d'industrie en France. C'était 2 capitaux risqueurs français. Mais c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que quand on développe une entreprise, et qui plus est dans le domaine médical où on sait que les cycles de développement sont longs, c'est incompatible avec une vision des investisseurs de vouloir sortir au bout de 4 ou 5 ans. Et c'est vrai que je n'imagine pas le bonheur de Jean-Jacques à côté de moi d'avoir une maison mère avec une vraie vision d'entrepreneur et une vraie vision de moyen-long terme. Ceci étant, Vincent, excuse-moi de te couper, mais on connaît aussi d'autres entreprises, d'autres startups qui ont été financées effectivement directement par des industriels en fait, qui ne sont pas, ils font pas le groupe, mais c'est aussi un endroit, je ne sais pas si quelqu'un a l'expérience. C'est un autre modèle pour moi. C'est un autre modèle. Aujourd'hui, dans la vocation d'Evéon, en tout cas, je l'affirme, c'est de devenir un assembleur de dispositifs médicaux, d'avoir pour cela une salle propre d'assemblage. Donc c'est un outil industriel. On veut pouvoir aussi bien fournir les laboratoires pharmaceutiques A, B ou C et ne pas dépendre juste ou être intégré dans un groupe. Et les seules propositions aujourd'hui ou les contacts les plus avancés que j'ai dans ma levée de fonds, c'est un Européen en Europe du Nord, c'est un Américain et c'est un Asiatique. Je n'ai pas d'investisseur français, c'est triste à dire à ce jour en tout cas. Donc ça, c'est très clairement une difficulté pour développer nos entreprises et notamment quand on est dans le medtech. Ok, merci beaucoup. Il nous reste un quart d'heure, donc si vous permettez, je vais laisser la salle peut-être poser des questions, si la salle souhaite poser des questions. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a une tout au fond, alors je vais me déplacer. Qui est-ce qui souhaite répondre à cela? Monsieur Delmas, prenez aussi le micro. Au niveau international, Trixel, donc non seulement, comme je disais, a déjà 3 partenaires, dont un hollandais et un allemand, donc ça c'est Europe, mais nous avons 50% de notre partenaire, qui est la création même de ce que l'on appelle la dalle photodiode, qui transforme nos fameuses photons en électrons. Et ça, on l'achète aux États-Unis, une société américaine qui s'appelle Depix, dans le Colorado, dans lequel nous avons 50% de valeur de cette société. Donc elle n'est pas uniquement européenne, mais elle est aussi aux États-Unis. Et on a une autre partie où on a quelques relations aujourd'hui avec la Chine, sur lesquels on essaie de prendre ou de planter quelques graines en ce moment côté asiatique. Donc on ne reste pas uniquement centré sur Grenoble, mais on travaille avec ces autres éléments, avec ces autres, je dirais, continents. Et eux-mêmes sont tous les 6 mois à peu près, les Américains viennent nous voir sur le territoire grenoblois pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux dans ce domaine-là. Oui. Attendez, monsieur, on va vous donner un micro, ce sera quand même plus simple. Au niveau de la formation des entreprises, vous bénéficiez du support du CEA, mais
c'est essentiellement le CEA. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui diversifieraient un peu, disons, le terreau local et qui pourraient être européens, enfin, disons. Alors, moi, je vais prendre notre exemple à nous. Alors, pour la techno, nous, on travaille effectivement avec le CEA. On doit, pour apporter nos machines sur le marché clinique, passer par des essais cliniques. Et aujourd'hui, on est allé chercher des partenaires pour faire ces essais cliniques. Donc, on est dans de la recherche à ce moment-là encore, au niveau européen. Alors, pourquoi européen? Parce qu'aujourd'hui, notre produit est seulement certifié CE médical. On est en cours pour les États-Unis, mais tant qu'on ne l'aura pas, on aura beaucoup de mal. C'est complexe de monter des essais cliniques aux États-Unis. Donc on travaille avec un hôpital polonais, on travaille avec un hôpital allemand, on travaille avec un hôpital en Angleterre, on travaille avec un hôpital en Italie. Voilà, c'est un exemple de collaboration. Mais c'est indispensable, vous avez raison de soulever ce sujet-là, parce qu'on est sur des marchés internationaux, donc si on ne prend pas conscience de cette interaction avec alors, soit des partenaires de recherche, soit des partenaires industriels internationaux dès le départ de l'entreprise, on voit qu'un petit bout de notre métier. Vincent, puis après Philippe Cinquin. Oui, simplement, j'ai cité outre le CEA Grenoble INP et j'ai oublié de mentionner aussi des partenariats très forts avec l'UJF en ce qui nous concerne localement, et nous avons même au sein d'Évéon à la fois Grenoble INP et UJF qui sont actionnaires, donc qui soutiennent les développements de l'entreprise. Et sur l'aspect international, je voulais simplement dire, on a 2 activités, je ne suis pas rentré dans les détails, mais et sur l'ensemble des 2 activités cette année, on va faire plus de 95% de notre chiffre d'affaires, que j'estime à plus de 2 millions d'euros pour 2013, à l'international, dont environ 40% en Asie et 40% aux États-Unis. Malheureusement, alors je rejoindrai sous un autre angle ce que disait Odile tout à l'heure vis-à-vis des hôpitaux et de la difficulté à vendre aux hôpitaux français, c'est aussi parfois quand on est une jeune entreprise innovante française de la difficulté de percer auprès de groupes industriels français. J'en connais certains qui ne m'ont reçu que le jour où j'étais présent au Bio Chicago avec un stand et qui jusque-là ne m'ouvraient pas leurs portes. Et dans les actions qui sont menées actuellement et relayées notamment par Minalogic et par Medical de façon très forte, c'est ce qui est fait au niveau du pacte PME pour justement fluidifier et améliorer les échanges entre les grands groupes et les PME innovantes, et qu'il y ait une part d'achat de la part de ces grands groupes qui soit réservée effectivement aux PME innovantes. Sur l'image de Grenoble, je pense que Grenoble, c'était une de vos questions au tout début. Grenoble notamment est connu, commence à être reconnu véritablement au niveau international dans les micro-nanotechnologies. Quand vous êtes... on peut en discuter, je vois votre signe non, mais je pense quand même qu'il y a une bonne visibilité dans le domaine des micro-nanotechnologies. En tout cas, moi, je sais que quand je vais aux États-Unis ou quand je discute aussi au Japon, on connaît Grenoble pour ce pôle micro-nanotechnologie. Absolument pas pour la santé. Absolument pas. Philippe Cinquin. Oui. Moi, j'avais sur ce point-là, j'avais donné l'exemple de Paris et de Lyon parce que ça a un impact assez fort sur des décisions qui concernent Grenoble, mais je rejoins tout à fait Vincent sur le fait que cette vision micro-nanotechnologie, elle est quand même assez visible au niveau international. Et effectivement, je pense que Grenoble est très visible aussi sur les dimensions recherche. Cette dimension recherche, le CEA, bien sûr, est un acteur important, mais dans les dimensions qui concernent la physique, les sciences du numérique et les sciences chimiques, qui sont essentielles pour la quasi-totalité de ces projets, des acteurs comme l'Université Joseph Fourier ou le CNRS, on a parlé bien sûr de Grenoble INP, ont des activités vraiment qui sont majeures et qui sont essentielles pour l'ensemble de ces projets. Dans la dimension logicielle, on retrouve l'Université Joseph Fourier et le CNRS, et aussi bien sûr un acteur comme l'INRIA. Et enfin, sur les activités amont, biologie en particulier, bien sûr des acteurs comme l'INSERM, qu'on va retrouver aussi sur la démonstration du service médical rendu, puisque typiquement, les centres d'investigation clinique, innovation technologique dont j'ai parlé très rapidement, il y en a 8 en France, dont un à Grenoble spécialement dans le domaine des dispositifs médicaux, jouent un rôle absolument essentiel. Merci. Avant de reprendre l'autre question, M. Puget voulait apporter quelque chose. Oui, c'est pour citer que la technologie d'Apix, en fait, est issue d'une collaboration entre le CEA et le California Institute of Technology, donc en Californie, donc. Et
Et puis Apix a 3 personnes aux États-Unis. On a pris une participation dans une start-up américaine. C'est très important pour nous d'être présents, donc à la fois sur la R&D là-bas, et puis on a une représentation business développement là-bas. Très bien. Une autre question, là, j'ai vu que... Allez-y. J'avais un commentaire et ensuite une question. Le commentaire, c'est que je pense qu'il faut faire très attention au message qu'on véhicule par rapport à quelle est la visibilité de Grenoble vers l'extérieur. Si on demande à des gens à l'extérieur, moi j'ai des collègues aux États-Unis, mais aussi je connais des industriels, etc., l'image n'est pas que micro-nanotechnologie. Le logiciel à Grenoble est très reconnu à l'extérieur. Le mal du logiciel à Grenoble, c'est le mal du logiciel en France. Quelles sont les grandes... Est-ce qu'il existe une filière organisée du logiciel française? C'est la même chose. Quand on parle aussi de la biologie autre, la Grenoble est reconnue pour ça. Ce n'est pas que le SRF et la physique, ce n'est pas que les micro-nanotechnologies. Donc il faut pas qu'on se fasse mal avec ça, qu'on véhicule nous-mêmes ce message. L'excellence du site, elle est beaucoup plus large que cela. Ma question est la suivante. Donc il semblerait qu'une des difficultés du tissu industriel français, c'est le passage des startups de dimension de start-up à des dimensions de PME, de TI. Moyenne, etc. Donc, ce que je voulais savoir, est-ce que je peux imaginer que vous êtes en train de résoudre tellement de problèmes que peut-être c'est pas la première chose que vous êtes en train de regarder, mais ma question, c'est ce que vous pensez que c'est quoi les déterminants d'une stratégie par rapport à cette question-là, donc de passer à un autre niveau. Qui veut répondre à cette question qui est effectivement très importante, parce qu'on le sait bien qu'en fait, ici en France, on a à peu près le même taux de start-up que dans d'autres pays. Par contre, on a un taux de transformation ou de développement, et vous en avez parlé, on a parlé en fait du financement de ce développement. Et après aussi, on a le problème après de la PME vers le TI. Alors, vous, c'est un petit peu différent, vous êtes déjà une ETI, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Donc, peut-être vous allez répondre là-dessus. J'ai envie de répondre aussi, ça dépend des ambitions qu'on a ou que nos L'ambition dirigeants ont. est un mot très important, je crois, on y reviendra. Je parle de l'exemple que je connais bien. Aujourd'hui, la volonté du groupe Arémont de diversifier, c'est pas pour rester un acteur à un niveau de start-up. C'est vraiment pour apporter une voie de diversification qui vient quelque part compenser, équilibrer les tendances qu'on peut connaître de l'automobile en Europe de l'Ouest. Donc c'est arriver avec une dimension internationale, avec des ambitions qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une activité reconnue et avec un nom reconnu dans le domaine de la santé. Pour ça, évidemment, il faut se donner les moyens. Les moyens, c'est d'abord arriver à avoir des projets qui peuvent avoir une dimension internationale. Donc là, ça relève de la question stratégique sur les produits et les secteurs sur lesquels on veut être. Et après, c'est les moyens qu'on se donne pour accéder à ces marchés. Mais après, d'autres peuvent se contenter d'avoir une taille intermédiaire, voire une petite taille. Dans le domaine de la santé, pour peu qu'on soit innovant, c'est pas comme le domaine de l'automobile que je connais bien. Il n'y a pas forcément de taille critique. Dans le domaine de l'automobile, il y a une taille critique en dessous de laquelle, si on n'est que sous-traitant, on est voué à disparaître. Dans le domaine de la santé, pour peu qu'on ait un produit innovant, on a toutes ses chances de succès et de persévérer et de perdurer dans le monde de la santé. Oui, allez-y, je vous en prie. Juste pour répondre rapidement, moi je pense qu'on a parlé du financement. Je crois que le financement, c'est aussi une réponse à la question. Une start-up qui cherche ses financements, qui a ses clients à l'étranger, qui doit chercher ses financements à l'étranger, elle est aussi une cible facile pour être intégrée dans un groupe étranger assez rapidement. Et je vais citer le cas d'une société qui a démarré comme Apix sur des technologies similaire, qui a, au bout de quelques années d'existence, qui était issue du Mesa Plus Institute, donc qui ressemble beaucoup au Leti en Hollande, qui au bout de quelques années a été acheté par Thermo, Thermo, donc un grand groupe international, multinational de l'instrumentation, et qui finalement a été arrêté en début d'année. Voilà, donc, Thermo a aussi racheté Jouan, etc. Thermo ici rachète beaucoup de choses. en France, et après a abandonné complètement en fait ses fabrications.
Oui, Odila, alors, est-ce que vous avez l'ambition de me faire une entreprise industrielle un jour? Alors nous, on a l'ambition de devenir le leader européen de l'imagerie de fluorescence. Oui, mais concrètement, combien de personnes, combien de mètres carrés? On n'a pas fait tout ça pour rester à 10 personnes et trimer tous les jours, hein, parce que c'est quand même ça la vie dans une start-up. Hein, je connais bien. Bon, donc, on n'a pas fait tout ça pour ça c'est clair. Maintenant, passer de 10 à 100, c'est quand même très difficile. Nous, on a pris conscience assez rapidement que si on pouvait travailler en collaboration avec des partenaires industriels, déjà beaucoup plus installés que nous, ce serait une avancée plus rapide. Je ne parle pas de financement, là, hein, je parle de codev, des choses comme ça. Donc on a cherché, en France, de préférence, tant qu'à faire, hein, c'est plus facile, quels pouvaient être les partenaires industriels du secteur médical, dans le device, déjà d'une certaine taille, qui pouvaient nous aider. Il y en a très peu, il n'y a pas de grands groupes, on oublie les grands groupes, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir les grands groupes. Alors les grands groupes, on va citer Siemens, Philips, bon voilà. Donc c'est tous des grands groupes internationaux, donc eux pour le moment, ce qui les intéresse, c'est de nous croquer. Nous, on ne veut pas se faire croquer pour le moment. Il y avait Alain Mérieux tout à l'heure. Il y avait Alain Mérieux tout à l'heure, vous auriez dû être là. Voilà, donc c'est aussi l'environnement économique français sur ce secteur du device qui est particulier. Ouais. Quand on va en Allemagne, et là on a plutôt des partenaires moyenne gamme en Allemagne, c'est beaucoup plus facile de trouver ces gens-là, des ETI à 500 personnes, il y en a beaucoup. Donc voilà comment on peut imaginer nous grandir, mais passer de 10 à 100, voire 500 en France sur notre secteur, ben, on aimerait bien pouvoir suivre des modèles. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vincent, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Je ne connais pas le modèle, mais en tout cas, j'en ai l'objectif de devenir à terme une ETI industrielle. Très bien. Je l'affirme depuis le premier jour d'Évéon et je le réaffirme. Pour répondre à la question, effectivement, sur les déterminants, il y en a au moins 3, moi, qui me sautent aux yeux. On a parlé beaucoup du financement. C'est une évidence, et la problématique du financement, parce que si vous n'avez pas les moyens financiers, ben, effectivement, vous ne pouvez pas grandir et il vous faut des ressources. Le deuxième aspect qui, pour moi, est important, c'est l'aspect droit du travail, où très clairement, il y a encore des classements récemment qui sont sortis au mois de septembre qui mettaient la France dans les dernières positions au niveau mondial sur la flexibilité du travail. Complexité. Et moi, complexité, je suis intimement convaincu que c'est un vrai frein aussi. Et puis dernier point, ben, entreprendre, développer une entreprise, c'est tous les jours prendre des risques. Donc il faut une ambition forte, mais associée à l'ambition, il y a la notion de risque. Et je pense qu'effectivement, on est dans une culture aujourd'hui où on a été jusqu'à inscrire dans la Constitution le principe de précaution, et ça me paraît parfois quand même un peu contradictoire avec la volonté de créer des entreprises leaders. Alors je le dis un peu de façon directe, on pourrait en discuter longuement, mais c'est un vrai sujet quand même sur le développement de nos entreprises et la façon dont effectivement, Odile le mentionnait, mais c'est 7 jours sur 7. C'est effectivement, et Jean-Luc le sait bien, on le sait tous autour, c'est extrêmement prenant. Merci beaucoup. On arrive presque au terme de cette table ronde. Il y a encore 2 questions, d'accord? Moi, j'avais une petite question qui est en fait liée à la précédente sur l'étape de transition, celle un peu la vallée de la mort où il faut faire la deuxième levée. Est-ce que vous avez aussi souligné que dans le domaine de la santé, le temps de développement était plus long? Est-ce que vous pouvez nous donner des ordres de grandeur de la cinétique justement de cette vallée? Combien de temps est-ce qu'on peut se dire voilà, elle va durer X années et à partir de combien de temps on peut dire que c'est peut-être une question vague. Nous, on n'est pas encore sortis. Hein. Et ça fait combien de temps? On a créé en 2009. Ouais, voilà, 2009. Voilà, donc, et on a notre premier produit, CE médical, et en cours de validation pour la FDA. Donc ça veut dire qu'on a réellement démarré nos premières ventes cette année sur notre premier instrument. Et je ne pense pas qu'on ait perdu beaucoup de temps, sincèrement. J'ai pas eu ce sentiment-là. En tout cas, on a peut-être pu gagner 6 mois, mais c'est de cet ordre-là. Je suis dans le même timing. On a été créé depuis 5 ans. On a signé un partenariat industriel majeur avec un laboratoire suisse pour la mise au point d'un dispositif qui plus est sera de la production à domicile de médicaments qui est vraiment une très forte innovation, mais c'est le seul moyen de le mettre à disposition des malades atteints de la mucoviscidose. Et compte tenu des développements qui nous restent à faire là-dessus, ça sera dans 2 à 3 ans que l'on commencera à sortir de la vallée de la mort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une visibilité sur un carnet de commandes, un chiffre d'affaires. Dans 3 ans, effectivement,
on devrait commencer à sortir de cette trappe. Même si on est une société établie, pour développer un produit, je vous donne un ordre de grandeur, de développement, c'est un seul produit. C'est entre 20 et 25 millions d'euros. Quand on veut aller, une fois que vous avez délivré les protos cliniques et ce qu'on vient de dire, la validation FDA, c'est entre 6 et 8 mois. Donc pendant 6 à 8 mois, vous avez 2 protos, 3 protos dans différents endroits, et vous attendez 8 mois avant de faire le démarrage industriel. Donc vous vous rendez compte de la valeur capitalistique qui ne sert à rien, qui est immobilisée en attendant. Donc ça, c'est une grosse contrainte du secteur médical. Énorme contrainte liée à la réglementation. Alors ça bloque quelques entrants, mais néanmoins, tous les ans, vous remettez votre jeu en place. Parce que si vous, pour une raison ou pour une autre, vous ne passez pas cette barrière-là, vous avez perdu un sacré paquet d'avantages. Très bien, une dernière question, Gérard. Oui, merci. Rapproche-toi du micro. J'ai juste deux questions très courtes. La première question, c'est une remarque plutôt. J'ai entendu à plusieurs reprises parler d'entreprises innovantes. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une entreprise non innovante. Alors, je voudrais qu'on arrête d'employer ce terme parce que toute entreprise, en fait, c'est un avatar de la pensée unique. Ça découle de cette expression. Et je ne sais pas si une entreprise non innovante est encore sur le marché, existe, quel que soit son domaine d'activité. Donc, je voudrais qu'on arrête de parler d'entreprise innovante par opposition à celles qui ne le seraient pas. Le deuxième point, on a parlé de l'international. Je voudrais rappeler qu'il y a un établissement géré par la Chambre de commerce et d'industrie qui s'appelle Grex, qui existe depuis maintenant environ 25 ans et qui est reconnu bien au-delà de nos frontières. Tout à fait. Alors, on a à Grex milité pour une diversification en quelque sorte des secteurs. On a tout un réseau de communication bien au-delà de nos frontières et bien au-delà de l'Europe. Alors je trouve que ça ne serait pas une mauvaise idée que de se rapprocher de Grex dans les activités qui vous intéressent. Bien, c'était effectivement pas des questions, mais des recommandations. Merci. Quelqu'un veut répondre ? Oui. Moi, je voulais juste... Une dernière réponse. Nous, on connaît Grex depuis le début, puisqu'effectivement, les démarches internationales, on ne savait pas faire, donc on s'est rapproché de ceux qui savaient faire. Oui. Donc on est accompagné par Grex et par UbiFrance, puisque c'est aussi, au niveau national, un support très important. Grex étant quand même un département de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Oui, Philippe. Sur la question des entreprises innovantes, je connais des entreprises qui ne font pas de recherche. Alors, c'est des entreprises qui vivent pas si mal et qui ne font pas de recherche. Donc la définition, on peut peut-être changer, pas parler d'entreprises innovantes, mais d'entreprises qui investissent significativement, voire massivement dans la recherche. Dans la recherche, tout à fait. Je voulais revenir sur la question d'avant par rapport au temps d'accès au marché et souligner un point qui n'a pas été évoqué ce soir, c'est les affaires réglementaires. On est dans le domaine de la santé, donc qui est très bien encadré, vous le savez. Pour une entreprise, pour pouvoir accéder et mettre un dispositif ou autre chose, un médicament sur le marché, il faut un certain nombre d'obstacles à franchir, et en particulier les affaires réglementaires, les certifications, les agréments, tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, beaucoup de temps s'il s'agit d'un médicament. L'expérience qui est la nôtre en termes de délai, donc le premier contact avec le prospect à l'époque était en 2002. La première fabrication série, c'est 2010. Donc il a fallu 8 ans, avec entre-temps des affaires réglementaires, c'est-à-dire arriver à se faire certifier avec les BPF en ce qui nous concerne, avec, pour notre client, une autorisation de mise sur le marché qui prend 24 mois. Pendant ce temps, vous ne faites rien, vous ne vendez rien, vous ne facturez rien. Donc voilà. De la même manière, pour les dispositifs médicaux, il y a les certifications qu'il faut obtenir, il y a les marquages CE qu'il faut obtenir. Donc tout ça, ce sont des jalons qu'il faut forcément intégrer dans un planning de développement et qui prennent du temps. Venez voir le CICIT, on pourra peut-être vous accélérer votre temps. Non mais sérieusement. Très bien. Merci beaucoup, merci madame, merci messieurs.
Merci à la salle. On va donc poursuivre maintenant. Je vais laisser la parole à la présidente. C'est ça? Voilà, on va peut-être nous se retrouver. Merci beaucoup. Nous allons maintenant conclure notre journée. Nous allons demander à Monsieur Yacine Laknecht, s'il veut bien, qui est vice-président du Conseil scientifique de l'Université Joseph Fourier, s'il veut bien se charger de la conclusion de notre journée.